Kanala Pape Campé. Hello, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, nous nous sommes rendus sur l'île appelée Haïti pour parler de la construction d'un canal d'irrigation dans le département du nord-est du pays et plus précisément dans la commune de Ouanaminthe. Aujourd'hui, on y retourne pour parler de cette actualité vive, mais aussi pour parler du bois calé. On sait qu'une révolution est le renversement d'un ordre établi dans une société. Ce bouleversement inclut généralement un rapport de force impliquant la violence. Cependant, pour qu'un mouvement soit qualifié de révolution, il faut qu'il soit porteur d'idéaux, de principes et de valeurs universelles partagées par le plus grand nombre. Sinon, il ne s'agit que d'une simple révolte et non d'une révolution. Par exemple, les événements qui se sont déroulés à Saint-Domingue, actuel Haïti, de 1791 à 1804 ne sont pas qu'une simple révolte d'esclaves, comme le laissent entendre certains médias occidentaux qui ont du mal à attribuer le titre de révolution à ces événements historiques. Pourtant, il s'agit bien d'une révolution parce que l'ordre colonial et esclavagiste sont renversés par l'usage de la force. Je vous renvoie à ma vidéo sur la révolution haïtienne que je vous mettrai dans un petit i juste là et à ma vidéo sur la bataille de Vertières que je vous mettrai aussi dans un petit i si vous ne l'avez pas encore vu. Et aujourd'hui, on va se demander si le bois calé s'inscrit dans cette même logique. Est-ce qu'il constitue une réponse sur le long terme aux diverses crises que traverse la République d'Haïti? Quelle est l'idéologie derrière ce mouvement? Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle révolution haïtienne? Dans tous les cas, le bois calé n'a jamais été aussi actuel. En effet, la commune de Mirbalais, une commune localisée dans le département centre d'Haïti, a été victime d'une attaque armée entre la nuit du 25 au 26 septembre. Des bandits ont pris pour cible un hôpital universitaire, d'autres quartiers environnement et un bureau de transfert. De nombreuses vidéos témoignent de l'empreinte de balles, de vides brisés, car l'établissement hospitalier a été victime de tirs soutenus, mettant le personnel médical ainsi que les patients dans une panique. La police nationale, la PNH ainsi que le SWAT, unité d'élite spécialisée dans ce genre d'affaires, sont mobilisés pour rétablir l'ordre. Les violences qui se sont perpétrées dans la commune de Mirbalais et celles qui ont eu lieu dans la commune de Sodo remettent malheureusement les violences liées aux gangs au cœur de l'actualité. Cependant, la réponse du peuple ne s'est pas faite attendre. L'augmentation de la violence dans les quartiers les plus touchés a contraint les citoyens à s'organiser en milices, à s'armer de machettes pour traquer par leurs propres moyens les malfaiteurs. C'est le bois calé. Plusieurs bandits ont donc été traqués, poursuivis, arrêtés par de simples citoyens et condamnés à mort. Bois calé, Roche-Mont-Gaï. Alors, vous ne m'avez jamais entendu dire des obscénités sur cette chaîne parce que c'est quelque chose qui m'arrive très rarement. Par conséquent, je ne vais pas revenir sur l'étymologie de l'expression bois calé, mais tout ce qu'il faut comprendre, c'est le peuple qui se tient fermement debout pour faire face à l'insécurité de façon ferme. Le peuple est campé raide. Qui sont ces gangs? On peut malheureusement recenser divers gangs qu'on ne va pas s'amuser à tous énumérer, mais il faut citer le G9. C'est la coalition armée la plus importante dans la capitale qui a à sa tête Dimitri Cherizier, un ancien policier devenu gangster. Ensuite, on doit mentionner les 400 Marozo de Lamos-Anjou, les Grands Ravines de Tilapli, les Brooklyn de Gabriel Jean-Pierre, le GPEP de T. Gabriel, mais il y a aussi d'autres chefs de gang qui portent le nom de Vitellum Innocent et de Iso par exemple. Bref, vous l'avez compris, il y a énormément de gangs qui sont bien souvent en rivalité entre eux pour le contrôle du territoire. Il faut dire que depuis la mort du président Jovenel Moïse, le phénomène s'est intensifié. On ne compte plus les kidnappings, les rackets, les meurtres, les enlèvements, les massacres dont se sont rendus coupables ces bandes armées dans le département de l'Ouest et à Port-au-Prince. Ces associations de malfaiteurs terrorisent la population, ils sèment la terreur pour empêcher le peuple de se révolter. Pour ce faire, les habitants sont forcés
forcés à vivre de façon recluse dans leur lieu de domicile et parfois même ils sont chassés de leur habitation. Vous comprenez donc pourquoi de nombreux citoyens doivent partir, doivent s'en aller, doivent quitter chez eux. Et il est important de dire que ce déplacement de population est tout d'abord local car on quitte sa section communale pour se rendre vers une autre section communale avoisinante. Ensuite, on se déplace d'un département à l'autre et ce n'est qu'après, dans un troisième temps, qu'on prend la décision de quitter son pays, de quitter Haïti pour se rendre principalement vers la République dominicaine, le voisin immédiat, mais aussi d'autres îles, d'autres pays de la Caraïbe ou encore l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. La situation est si critique que les prestations de services essentielles au bon fonctionnement du pays sont tout simplement mises à l'arrêt. L'éducation en est l'une des premières victimes car les élèves n'ont pas pu se rendre à l'école pendant une bonne partie de l'année et pour ces élèves qui vivent dans les zones les plus sensibles de la capitale, ils n'ont tout simplement pas pu reprendre le chemin de l'école. La santé est l'une des autres cibles de cette insécurité grandissante comme on l'a vu avec la commune de Mirebalais et ce sont tous les services de l'État qui ne peuvent pas fonctionner dans leur état normal. Et malheureusement, on a aussi eu à déplorer la disparition de policiers intègres qui s'étaient engagés dans la lutte contre ces gangs. Ce sont des quartiers entiers qui sont pris en otage lors de ces affrontements. Je pense à Croix-des-Bouquets, Martissan, Thomaso, Carrefour, Cité-Soleil, Delmas et c'est une liste non exhaustive et autant de zones qui sont sous le contrôle des malfaiteurs. Par exemple, des bandits détiennent l'axe routier de Martissan, un point central si on veut se rendre dans le sud du pays par la route. Notons qu'Haïti est un pays centralisé. Ça signifie que la situation dans la capitale Port-au-Prince et plus généralement dans le département de l'Ouest tend à paralyser tout l'ensemble du pays. Les biens et les personnes ne peuvent pas accéder au sud du pays par la route. Par conséquent, les départements du sud, du sud-est, le département Grand-Anse, le département de Nip sont des victimes collatérales des blocages opérés dans le département de l'Ouest et dans la capitale Port-au-Prince. D'ailleurs, le nord du pays n'est pas épargné par cette situation parce que c'est le pays tout entier qui a des répercussions quant à la situation dans le département de l'Ouest. Et surtout, on craint que le triste tableau que je viens de peindre ne s'étende à d'autres départements. Ça reste quand même un phénomène qui est centré à la capitale et on craint que cela ne se répande. Cependant, il est important de comprendre que cette violence ne vient pas de nulle part. Elle est stratégiquement et méticuleusement orchestrée dans un but bien précis. Mais le peuple haïtien, un peuple vaillant qui a su laisser son empreinte dans l'histoire de l'humanité, n'a pas dit son dernier mot. Dans ce mouvement, le bois calé, on va connaître de forts moments comme celui que nous vivons actuellement avec les Mirebalaisiens et les Mirebalaisiennes qui traquent le moindre bandit et on va connaître aussi des moments où le mouvement va se faire un peu plus discret face à la résurgence des gangs. Je ne veux pas rentrer dans une chronologie exhaustive des événements, des exactions qui sont perpétrées des deux côtés, mais des hommes à la manchette à la main, un peuple qui prend les armes. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Cela à des heures de 1804 quand une masse d'hommes et de femmes se sont structurés et sont partis à la conquête de leurs droits. Les Haïtiens estiment avoir le droit de se déplacer, de vivre en toute sérénité, en sécurité dans leur pays. Et c'est pour ça qu'ils pourchassent les gangs. Ce sont pour moi des revendications assez universelles pour un peuple qui ne demande qu'à vivre en paix. Entre nous, aucun Haïtien, aucun, ne veut quitter ces terres. Et puis les Haïtiens aiment tellement Haïti, mais est-ce que ça suffit pour dire du bois calé qu'il s'agit d'une révolution? Non. Car rappelez-vous, la révolution doit renverser un ordre établi. Or, quand on écoute le peuple haïtien, on se rend très vite compte que ces revendications ne se limitent pas à l'insécurité. Elles sont bien plus profondes que ça. Les revendications du peuple haïtien portent sur une meilleure répartition des richesses. En effet, la structure économique d'Haïti est faite de telle sorte qu'une minorité de la population se partage l'essentiel des richesses. Et c'est ce système que l'ancien président Jovenel Moïse dénonçait et qu'il qualifiait de système pesé sous
poussée. C'est du créole et par là, il faut comprendre un système qui vampirise les ressources de la nation. Jovenel Moïse dénonçait et il a porté à l'attention du grand public un rapport de force complètement déséquilibré entre une oligarchie, une élite, le secteur privé qui est l'oppresseur, qui établit un monopole sur l'économie d'Haïti. Cette élite, elle s'oppose aux oppressés qui correspondent au peuple. D'ailleurs, les revendications du peuple haïtien ne s'arrêtent pas là car c'est presque toute la classe politique qui est remise en cause. On dénonce la corruption, l'implication d'une partie de la classe politique dans la déstabilisation du pays. Le peuple haïtien réclame une meilleure justice. Finalement, c'est tout un système qui est décrié et c'est cet ordre-là qu'il convient de renverser. On se rend très vite compte que le Bois-Calais n'est pas un simple mouvement d'autodéfense émanant du peuple pour se protéger face à l'insécurité. C'est un cri du peuple et ce cri veut opérer de réels changements dans la société. Le souci avec les révolutions, c'est qu'ils peuvent soit s'essouffler, soit retomber comme des soufflets, ou soit carrément être détournés de leur objectif initial. Pour éviter cela, le mouvement doit se structurer et se donner des objectifs sur le long terme. Il ne s'agit pas simplement de traquer les membres de tel ou tel gang, de se protéger de telle ou telle agression. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun se rend compte que face à la défaillance de l'État, nous devons poser des actions concrètes pour le développement d'Haïti, pour construire cette Haïti nouvelle dont nous rêvons tous. Et pour moi, la première action conséquente et unanime du Bois-Calais, c'est la construction du canal de Ouanaminthe. Effectivement, la construction du canal de Ouanaminthe constitue un tournant dans la lutte. Vous le savez déjà, c'est un mouvement qui se place dans la continuité du Bois-Calais, qui n'est plus qu'un mouvement d'autodéfense ou de violence, mais c'est un mouvement qui est fort de propositions et d'initiatives de développement. Et c'est pour ça Canal là, pas campé. Des nouvelles du canal, eh bien la construction se poursuit. Chacun se sent investi d'une mission. Chaque citoyen prend conscience de la responsabilité qui est la sienne pour le bon fonctionnement de la cité. Aujourd'hui, on voit des projets agricoles naître de part et d'autre du pays. On veut relancer l'agriculture. On veut construire des canaux d'irrigation qui serviront à arroser d'autres terres agricoles. Pas uniquement celle du département du Nord-Est, mais aussi dans les 9 autres départements. D'ailleurs, la fermeture de la frontière met en lumière l'urgence de consommer des produits haïtiens pour stimuler l'économie. De l'autre côté, la fermeture de la frontière contraint la République dominicaine de se débarrasser, de jeter des produits agricoles pourris qui n'ont pas été vendus assez tôt. Tout cela découle du canal de Ouanaminthe et de la décision du peuple de prendre son destin en main par la traque des bandes armées, mais aussi la mise en place de projets à l'échelle locale qui permettent au pays de prendre le chemin, de prendre la voie du développement et de l'autosuffisance. Si vous entendiez des marchandes parler, des marchandes qui préfèrent souffrir, qui préfèrent consommer et vendre des produits haïtiens, qui préfèrent faire ce sacrifice de la fermeture de la frontière pour ne plus dépendre de la production dominicaine. Elles ont un discours d'autodétermination. Elles ont un discours économique. Elles comprennent les enjeux dont il est question. Et tout cela émane du peuple. Le combat prend plus que jamais une dimension économique. Le Bois-Calais ne doit plus être qu'une solution d'autodéfense. Le Bois-Calais doit passer à l'attaque. Passer à l'attaque pour moi, c'est être fort de propositions. C'est mettre en place des projets à l'échelle locale comme celui de Ouanaminthe pour améliorer la vie des habitants. Le Bois-Calais ne peut plus uniquement se défendre. Le Bois-Calais doit combattre politiquement cette élite corrompue, cette oligarchie qui vampirise le peuple. La violence ne suffira pas. Il faut mettre en place des projets sur le long terme qui établissent l'autosuffisance d'Haïti au cœur de leur démarche. Il faut nettoyer la classe politique, il faut construire des ponts, il faut construire des routes comme je l'ai vu. Il faut mettre en place des projets agricoles, élaborer un projet économique visant à stimuler les industries haïtiennes. Mais encore faut-il que les industries haïtiennes appartiennent au peuple haïtien, appartiennent à l'État haïtien. D'où l'importance de combattre
politiquement cette oligarchie corrompue. Et par là, j'entends le secteur privé. Enfin, il est crucial d'être souverain des ressources de son sol. Certaines actions doivent être posées sur le court terme, d'autres actions doivent être posées sur le long terme. Que fait-on après la construction du canal? Parce que canal la pape campé, ça signifie que on va mener ce projet à son terme, mais que fait-on après la construction de ce canal? Comment est organisée la production agricole? Comment étendre ces mesures à l'ensemble du territoire? Il ne s'agit pas uniquement d'irriguer le département du Nord-Est, les 9 autres départements doivent pouvoir être irrigués. Quels sont les projets qu'on met en place pour cela? Je pense notamment au barrage de Marion qui a été construit par le président Jovenel Moïse et qui aujourd'hui n'est pas en état de fonctionnement parce que la classe politique fait barrage pour que ce canal ne puisse pas être en état de fonctionner. Quand on aura répondu à ces questions, je pense qu'on pourra définitivement parler d'une révolution. Concernant les bandits, je sais que les événements à Mirebalais rendent difficile de concevoir que l'on puisse travailler avec ces bandits. Mais on peut faire un constat qui est très simple. La République dominicaine a parqué à la frontière ses soldats. La République d'Haïti n'a pas d'armée. Officiellement, Jovenel Moïse a recréé l'armée d'Haïti, mais dans les faits, il n'a pas eu le temps de mener à terme son projet et la République d'Haïti n'a pas réellement d'armée. On peut faire le constat simple que ce sont ces bandits qui possèdent les armes. Est-ce que ces bandits vont continuer à s'entretuer entre eux sous l'ordre de ceux qui sont au-dessus d'eux? Est-ce que ces bandits vont finalement se retourner contre leur maître? Est-ce qu'ils vont continuer à être manipulés? Si l'on veut véritablement parler d'union nationale, essayons de mener jusqu'à son terme ce raisonnement. Dans tous les cas, on peut faire le calcul simple qu'Haïti n'a pas d'armée, mais il y a énormément d'armes qui circulent en Haïti. Retour aux expéditeurs quand ces mêmes armes se retourneront contre eux. Qui est en possession de ces armes? Les bandits. Haïti a besoin d'une armée. Et je comprends, je conçois tout à fait qu'il soit difficile d'imaginer un avenir avec ces bandits. Mais je pense que ce serait le plus grand doigt d'honneur qu'on puisse faire à ceux qui manipulent les bandits, à ceux qui oppressent le peuple, que de s'allier. De s'allier contre le système. Parce que c'est vraiment un système qu'il convient de renverser. Si vous regardez bien ma vidéo que j'ai fait sur la bataille de Vertières, vous comprendrez bien, parce que j'ai insisté sur ce point, que tout le monde n'était pas d'accord. Chacun défendait ses propres intérêts. Mais on a réussi à se mettre d'accord sur une chose. Le rétablissement de l'esclavage ne devait pas s'opérer à Haïti. Aujourd'hui, on va se mettre d'accord sur une chose, renverser ce système qui vampirise le peuple. Et nous ne sommes pas naïfs, nous savons très bien que tous les bandits ne se joigneront pas à notre cause. C'est pour cela qu'il est de la responsabilité des bandits qui ont demandé l'amnistie générale de démanteler les gangs. D'une part, ils sont armés, le peuple ne l'est pas réellement, et d'autre part, ils sont en partie responsables de cette situation. Donc c'est de leur responsabilité de désarmer les gangs qui ne veulent pas se joindre à notre cause. Aujourd'hui, les uns sont montrés contre les autres, les bandits font du mal au peuple, le peuple subit la double oppression, la triple oppression du secteur privé, de la classe politique corrompue, de l'international qui est aussi impliqué et des bandits. Mais si tout ce monde se rassemblait, si on était en mesure de se retourner contre les vrais oppresseurs d'Haïti, à ce moment-là, on pourrait mettre un terme à ce système. Parce que les bandits ont les armes. Mais ce qu'on apprécie de voir, c'est quand même de voir le peuple uni, le peuple soudé. Il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de vaudouisants, il y a des Haïtiens. Quant à la République dominicaine, elle continue de ruiner son image à l'international avec les violences, les agressions à l'encontre des Haïtiens. Une jeune femme, une jeune mère a été victime d'une agression. Je ne peux pas citer le mot sur YouTube parce que YouTube est assez sensible, mais une agression, vous comprenez, en présence de son fils. Les Haïtiens en République dominicaine sont pris pour cible, ils sont insultés, ils sont malmenés. On leur empêche d'emprunter les transports en commun. L'histoire de cette jeune femme qui a subi des violences de la part d'un agent douanier, un agent de l'immigration dans l'aéroport
l'aéroport La Esperanza, je crois, en République dominicaine, n'est qu'un épitome de ce que les Dominicains font subir au peuple haïtien dans leur pays. Et ces mauvais traitements s'appliquent aux Haïtiens qui sont présents légalement sur le territoire comme à ceux qui sont présents, qui présentent une situation irrégulière sur leur territoire. Mais la République dominicaine a beaucoup à perdre car on a pu remarquer des quantités astronomiques de produits agricoles qui sont jetés car pourris parce que la République dominicaine n'a pas pu, les paysans dominicains n'ont pas pu les vendre à la République d'Haïti à temps en raison de la fermeture de la frontière. Cela représente des sommes colossales pour les paysans dominicains. Ça se compte en millions les quantités de marchandises qui sont jetées tous les jours par manque d'acheteurs en raison à cause de la fermeture de la frontière. En même temps, on parle d'un peuple qui a connu le blocus français, le blocus espagnol, le blocus anglais, le blocus américain. On parle d'un peuple qui, pendant les premières décennies de la naissance de sa nation, de la naissance de l'État d'Haïti, a été victime d'un blocus initié par la France qui l'empêchait de commercer à l'échelle internationale. Haïti, pendant les premiers temps de son indépendance, est au banc des nations. Haïti n'est pas reconnu comme un État. Haïti n'a pas le droit de commercer avec ses voisins ou avec d'autres pays dans le monde. On parle de peuple qui organise lui-même des blocus quand il met en place ce qu'on appelle le pays lock. Rien ne sort, rien ne rentre, l'économie est paralysée. Alors vous voulez me faire croire que c'est la petite fermeture de la frontière du petit Abinader qui va porter préjudice au peuple haïtien? Non, le peuple haïtien sait ce que c'est le blocus. Le peuple haïtien connaît les blocus. Ce n'est pas de la petite fermeture de la frontière d'Abinader que le peuple haïtien ne se relèvera pas. Bien au contraire, cela nous laisse le temps de prendre conscience de la nécessité d'emprunter un chemin vers l'autodétermination. Ça nous laisse le temps de prendre conscience qu'il faut mettre en place une économie qui privilégie la production haïtienne. Cela nous laisse le temps de nous organiser. Honnêtement, moi je vais vous dire ce que je pense très clairement. Quand la République dominicaine réouvrira sa frontière, parce qu'elle va la réouvrir, refermez-la. Tenez bon les Haïtiens parce qu'on connaît les blocus. Je sais que c'est une situation qui est difficile, douloureuse, mais il est important de se saisir de cet événement pour montrer aux dirigeants dominicains de quoi le peuple haïtien est capable. Et c'est une occasion pour négocier d'égal à égal avec la République dominicaine car nous avons très bien vu que la République dominicaine a besoin d'Haïti pour vendre un certain nombre de produits. Donc il faudra contrôler les produits qui viennent en République d'Haïti, qui viennent en Haïti, s'assurer qu'ils correspondent aux normes internationales. Il faudra aussi imposer un certain nombre de conditions à la République dominicaine parce que la République dominicaine ne nous rend pas service en venant vendre sa nourriture en Haïti. La République dominicaine a besoin de vendre ses produits en Haïti et donc il faut négocier avec elle d'égal à égal pour repartir sur des bases plus saines, pour repartir sur de bonnes bases. Et surtout, quand elle réouvrira la frontière, refermez-la parce que c'est à nous de décider de quand nous réouvrirons cette frontière. Ceux qui ont été lésés, ceux qui ont été maltraités, ceux qui ont été insultés, ceux qui ont été malmenés, ce sont les Haïtiens en République dominicaine, ce sont les Haïtiens à la frontière. Le sol qui a été foulé, qui a été piétiné par des patrouilles dominicaines, c'est le sol haïtien. C'est la République dominicaine qui n'a pas respecté le traité de 1929. Vous l'avez compris, il est difficile de se positionner quant au statut à accorder au Bois-Calais. Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que ce n'est qu'un mouvement éphémère? Il n'y a que les actions que nous allons poser concrètement sur le terrain qui vont pouvoir déterminer de la suite à donner à ce mouvement. Ce sont les actions concrètes sur le terrain d'autodétermination qui vont définir si le Bois-Calais est un mouvement révolutionnaire ou pas. C'est nous qui faisons l'histoire. C'est aujourd'hui que l'histoire sait que le Bois-Calais ne peut pas s'arrêter à la construction du canal de Ouanaminthe. Il faut que d'autres canaux surgissent de terre. Il faut que le canal de Marion qu'a bâti le président Jovenel Moïse soit réhabilité, soit mis en état de fonction. On doit mettre en place des projets comme celui de Ouanaminthe avec la ferveur du peuple, avec la ferveur de la diaspora sur l'ensemble du territoire.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je perds ma voix, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci à tous ceux qui ont commenté, qui ont partagé ma précédente vidéo. J'ai lu tous les commentaires, même si je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Sachez que je lis tous les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner juste là si vous voulez voir d'autres vidéos sur Haïti, si vous voulez voir d'autres vidéos de moi. Aussi, activez la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!